il y a aussi le patrimoine immatériel. Donc, vous avez aussi vu le jour dans un monde où on possédait déjà énormément d'informations. On possédait déjà énormément de connaissances et, plus que ça, on connaissait aussi des moyens excessivement efficaces pour les rendre disponibles, ces connaissances-là. Parce que c'est une chose d'avoir des connaissances, mais si toutes les connaissances de la planète sont préservées à la librairie, à la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, comme ça a été le cas à certaines époques, c'est assez dur d'avoir accès à cette information-là. Donc, vous vous demandez, c'était quoi déjà la capitale de la Mésopotamie? Et là, il faut que vous fassiez un pèlerinage jusqu'à justement la bibliothèque qui se situe à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous pour avoir l'information. On a, depuis quelques années, vous avez probablement entendu parler du phénomène, un truc qui s'appelle Internet, qui est absolument génial. Et ça permet justement, en un clic, d'avoir accès à de l'information comme jamais auparavant. Donc, ça permet de stocker l'information et d'y avoir accès de façon excessivement rapide. Donc, encore une fois, quand vous vous posez la question « Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Sur quoi je vais essayer de poser mon talent et quelles compétences je vais essayer de développer? » Vous le faites sur un fond qui comprend déjà beaucoup de connaissances, qui comprend beaucoup déjà d'éléments avec lesquels vous pouvez composer, avec lesquels vous pouvez bâtir. Sauf que, et ça, en fait, la plupart des économistes, encore une fois, s'entendent sur ce fait-là. Bon, OK, c'est beau, on a un certain bagage qui nous a été laissé par les générations passées, et ils s'arrêtent là. Et ce qu'on a fait dans le bouquin, en fait, c'est de développer un nouveau type de patrimoine qu'on a appelé le patrimoine normatif. Parce que, pour vous donner une idée, donc, tous les biens qu'on produit vont faire intervenir plusieurs personnes qui ont des compétences différentes. On a pris l'exemple du livre, en fait, en disant, bon, quand on a rédigé le bouquin, en fait, pour rendre ce livre-là possible, il y a plusieurs personnes qui étaient absolument nécessaires. Donc, évidemment, les deux auteurs étaient nécessaires. Ensuite, il y a l'éditeur qui était nécessaire parce que moi, j'ai aucune connaissance, en fait, pour comment on fait pour prendre un texte dans Word et en faire un bouquin, aucune connaissance. Ça prenait un illustrateur parce que vous n'auriez pas voulu que ce soit moi ou Patrick qui illustre le bouquin. Ça prenait des librairies, ça prenait des distributeurs, ça prenait des lecteurs. Et donc, on peut penser à toute la chaîne, justement, qui rend possible l'industrie du livre. Mais il y a une catégorie d'individus aussi qui ont joué un rôle fondamentalement important pour rendre possible la rédaction de ce livre-là, et c'est tous les individus qui ne nous ont pas volé notre ordinateur quand on travaillait dans des cafés. Donc, on a fait une bonne partie du bouquin assis dans des cafés, et parfois, la nature étant ce qu'elle est, il fallait laisser notre ordinateur sans surveillance pendant quelques minutes, et à aucun moment, on ne s'est fait voler quoi que ce soit, justement, dans les cafés où on travaillait. C'est quand même phénoménal. Dans la mesure où on travaille dans des cafés où les gens vont et viennent, il n'y a personne qui est vraiment là pour surveiller quoi que ce soit. Donc, ce serait hyper facile pour qui que ce soit de faire comme si c'était le sien, de fermer le laptop et de se pousser. Et on peut s'attendre à ce qu'il y aurait à peu près pas de cas où quelqu'un se lèverait en disant « Mais attendez, c'est la propriété de M. Turmel » ou peu importe. Donc, ça prendrait vraiment des cas exceptionnels. Ce serait très facile de voler des portables. On s'entend que m'être fait voler mon portable 2 ou 3 fois et avoir eu à recommencer la rédaction du bouquin à zéro, ça m'aurait probablement découragé de poursuivre sur ce projet-là. Et ces normes-là, en fait, ces règles-là n'ont pas toujours existé. Donc, il y a eu certaines époques où certaines normes étaient justement davantage orientées sur la famille, donc on essayait d'avoir une vision très serrée à l'intérieur du groupe. Et à l'extérieur du groupe, tous les gens qui ne faisaient pas partie de notre petite communauté étaient considérés comme des menaces potentielles. On vit maintenant dans des communautés de plusieurs millions d'habitants et on ne considère pas la personne qui n'habite pas notre village ou qui n'habite pas notre ville comme étant justement un étranger qu'on peut traiter comme une bête ou comme quelque chose qui n'aurait pas de valeur intrinsèque, quelque chose qui n'aurait pas de valeur humaine. Donc, ces règles-là, en fait, on ne les a pas inventées. On est venu au monde dans un monde où il y avait déjà des règles morales, où il y avait déjà des règles politiques qui nous disaient vous devriez agir de X, Y, Z façon et vous devriez ne pas poser X, Y, Z gestes. Et il y avait aussi, en fait, un paquet de gens qui étaient là pour nous apprendre à nous comporter comme ça et pour, justement, nous montrer qu'on avait mal agi lorsque c'était le cas. Donc, dépendamment de la gravité des gestes qu'on pouvait poser, il y avait soit un froncement de sourcils et justement quelqu'un qui désapprouvait notre comportement, ou à l'autre extrême, en fait, on avait la prison ou la peine de mort qui était un message assez clair qu'on n'avait pas apprécié notre comportement. Donc, ces normes-là, en fait, rendent possible tout le reste.
Si on n'avait pas, si à chaque fois que vous partez pour aller suivre un cours au cégep, vous aviez une chance sur deux de vous faire piller votre appartement ou la maison où vous habitez, est-ce que vous auriez encore une motivation à suivre des cours ou est-ce que vous resteriez plutôt chez vous avec un pieu ou un bâton de baseball ou une arme de votre convenance pour justement attendre la personne qui va venir pour vous voler? Peut-être que vous êtes moins violent que moi, mais c'est probablement ce que moi, je ferais pendant quelques jours après quelques vols. Donc, quand on réfléchit justement à ces questions-là de patrimoine, on comprend mieux qu'est-ce que Barack Obama a voulu dire. Donc, Barack a eu une citation qui a été ridiculisée par les républicains pour des raisons qui leur appartiennent. Mais donc, ce que Barack a dit dans la dernière campagne, c'est « Si tu as du succès, tu t'es pas rendu là tout seul. Quelqu'un t'a aidé quelque part. Il y a eu un excellent prof à un moment dans ta vie. Quelqu'un t'a aidé en créant cet incroyable système américain qui t'a permis de prospérer. Quelqu'un a investi dans les routes, dans les ponts. Si tu as une entreprise, tu n'as pas créé ça. » Et là, ce que les républicains ont dit, c'est « Ouais, Barack, il comprend rien à rien. Il dit que si tu as créé une entreprise, c'est pas toi qui l'as créée, blablabla. » Évidemment, ce à quoi Barack faisait référence, c'est tout ce qui vient avant. Donc, essayez de penser comment ce serait possible de créer une entreprise s'il n'existait pas tout le système dans lequel on vit. Donc, s'il n'y avait pas des gens qui ont des maisons confortables, des revenus stables qui leur permettent de consommer différents biens, essayez d'imaginer comment Bill Gates aurait pu créer Windows n'eût été du contexte dans lequel il y avait un paquet de gens, qui avaient un paquet d'entreprises différentes et qui avaient tous quelque chose en commun, c'est qu'ils avaient besoin d'un logiciel d'exploitation pour faire fonctionner les ordinateurs de l'époque. Donc, il y avait un contexte qui a rendu possible la création de ce bien-là, et sans ce contexte-là, Bill Gates n'aurait jamais existé. Donc, certains vont dire « Ouais, mais Barack, bon, il produit de l'air chaud et c'est tout, c'est un président, c'est pas un homme d'entreprise comme nous. » Bon, ben prenons en fait un type qui, lui, a vraiment créé quelque chose de concret pour les convaincre davantage. Henry Ford, le père de l'automobile.